Un projet pour des clients, je leur fabrique un claustrat pour séparer deux pièces qui sont communicantes par un espace ouvert au-dessus d'une allège. Et donc ils m'ont demandé de leur habiller ça avec quelque chose qui permet en fait et à la fois de laisser passer la lumière, mais en même temps de faire une séparation physique. Donc j'ai fait le choix en fait de ne pas partir sur quelque chose d'assez classique, typique les tasseaux verticaux, les caissons, des choses comme ça. Parce que ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'amener un peu d'originalité dans ma création. Le meuble qui cache. La forêt. Un podcast qui explore et explique les métiers du bois. Bonjour à tous, moi c'est Clélia. Et moi Camille. Partons à la rencontre des artisans et entrepreneurs qui ont choisi ce matériau pour gagner leur vie. Découvrons ensemble les acteurs au cœur de sa transformation et de son cycle de vie. Et le tout sans langue de bois. Dans cette première saison, Camille et moi vous proposons de se pencher sur le produit fini, le meuble, l'objet en bois. La deuxième transformation. Nous allons comprendre pourquoi de nombreux artisans ont choisi l'entrepreneuriat dans le bois et comment cette matière et ses dérivés leur permet de vivre leur métier. Bienvenue dans ce nouvel épisode du meuble qui cache la forêt. Je suis aujourd'hui en compagnie de Vincent Doignon. Il est à la tête de l'entreprise Woodmood, donc située dans le 79. On va discuter en détail de la création de son entreprise, qui reste une jeune entreprise encore. Oui, tout à fait. On va discuter de ses différents projets, de ses aspirations, de l'avenir de son entreprise, mais aussi de comment il est installé ici, c'est quoi son atelier, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aime travailler, quels sont ses clients. Donc bonjour Vincent. Bonjour Camille. Bienvenue chez moi. Merci, on enregistre dans ton salon aujourd'hui. On va commencer par ton parcours, ton chemin vers le bois. Qu'est-ce qui t'a amené vers le bois et on peut commencer par que tu peux peut-être nous décrire comment t'es tombé dans le bois, qu'est-ce qui t'a fait choisir le bois. Je sais que tu as eu un parcours, on peut dire, de reconversion, même si c'est pas tout à fait une reconversion. Alors je suis tombé dans le bois très petit en fait, parce que je suis d'une famille de charpentiers. Donc j'ai connu en fait l'univers des chantiers, des ateliers, des machines qui tournent, des tas de copeaux, etc. Assez jeune. J'ai commencé à travailler l'été dans l'entreprise de mon père où je faisais des chantiers, un peu d'ateliers, enfin voilà, où j'ai appris un peu les débuts de la charpente. Alors je connaissais pas le métier de charpentier, mais on va dire voilà, je faisais le manœuvre pour raboter les bois, pour trimballer, etc., tout ce qu'il y avait à faire. J'étais plutôt bon élève, donc du coup j'ai fait un parcours général, classique, bac scientifique, sans trop savoir vers où j'allais. Je suis resté assez indécis quand même jusqu'à mes 19 ans, 20 ans, quoi. Après le bac, j'ai voulu travailler parce que j'avais envie de gagner ma vie, donc je suis allé bosser comme serveur, enfin voilà, comme font plein de jeunes. Et j'avais une aspiration pour les métiers du spectacle. Donc j'ai tenté en fait un concours que je n'ai pas eu pour devenir ingénieur du son dans le spectacle. Et suite à ça, j'ai fait très tôt un bilan de compétences, parce que j'avais 20 ans seulement, hein, donc un bilan de compétences à 20 ans, c'est quand même C'est original. un petit peu original, mais bon, il en sortait que j'étais quand même fait pas mal pour les métiers manuels. Et donc j'ai dit, j'avais un petit bagage connaissance dans le bois, dans la charpente, donc j'ai passé un CAP BEP de charpente, et j'ai exercé pendant 1 an ou 2. À l'époque, j'étais à Nantes. Et j'ai une grande passion depuis que je suis gamin, c'est le cinéma. Alors, je suis pas un cinéphile, je suis plutôt un cinévore, hein. C'est-à-dire que je consommais beaucoup de films, quoi. Je regardais beaucoup de films, alors, des bons films et des navets, hein. J'avais pas la connaissance culturelle pour pouvoir faire la différence entre les deux. Et j'ai eu envie de me donner la possibilité d'essayer de rentrer dans ce milieu du cinéma. Donc autant j'étais très attiré par le son parce que je faisais beaucoup de musique au moment où j'ai voulu faire ce concours dans l'école de spectacle, autant j'étais très attiré par l'image dans le cinéma et je trouvais fascinant cet objet de la caméra, que je trouvais un objet magique, une espèce de chose autour duquel tout le monde tourne. Et du coup j'ai réussi à rentrer dans une école de cinéma à Nantes et je suis parti à Paris
pour travailler dans le cinéma, un peu la télé, la pub, pendant une quinzaine d'années. Euh, voilà, donc j'ai fait plein de choses, j'ai voyagé, j'ai tourné plein de choses différentes. Et vers mes 35 ans, je suis devenu papa. Enfin à 36 ans exactement. Et à ce moment-là, j'ai eu envie, peut-être un peu de changement. Alors est-ce que c'est lié à la naissance de mon fils ou à un changement de vie, je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai à ce moment-là eu envie de quitter tout doucement le cinéma et de revenir un peu aux premiers amours, qui était le métier manuel. Alors, j'étais charpentier, mais se remettre en tant que charpentier comme ça du jour au lendemain, c'était compliqué. Est-ce qu'il y avait dans ton travail dans le cinéma du contact avec les métiers du bois par moment ou avec les Alors, décors, je sais pas, avec... alors oui, il y en a, sauf que moi, je travaillais à la caméra, donc je travaillais sur les plateaux de cinéma, euh, en présence des comédiens, quand on a besoin d'une caméra. Donc c'est quand on a besoin de filmer des comédiens. À ce moment-là, les décors, ils sont déjà finis, ils sont déjà faits. Mm. Et donc, en fait, je croisais pas les constructeurs, je croisais pas les peintres, les menuisiers, etc. Donc, j'avais pas vraiment une relation directe avec les décorateurs. Mais c'était en moi, je continuais toujours à bricoler, je retapais des meubles, j'ai fait plusieurs appartements que j'ai retapés pendant mon travail dans le cinéma. Donc, j'avais toujours en fait un pied là-dedans, une main dedans. Et donc, oui, vers 36 ans, par là, 30, c'était en 2016, donc c'est ça, j'avais 36 ans. En fait, j'ai créé mon auto-entreprise où j'ai commencé en fait à proposer à des copains ou des connaissances de copains, etc., de faire des petits agencements, des choses comme ça. Donc, je faisais du petit meuble sur mesure. Bon, on a mis des petites choses, des choses en médium, des choses comme ça, où j'ai commencé en fait à travailler sur SketchUp, donc du coup j'ai réussi à modéliser un petit peu ce que j'avais en tête, à pouvoir faire des choses, parce que je travaille que sur plan, je sais pas faire autrement que travailler avec un plan. Donc ça, c'est pas encore l'atelier qui est ici. C'est pas encore, non, c'était déjà c'est un peu les prémices, quoi. T'avais un atelier. Alors j'avais en fait un petit appartement, un petit studio en rez-de-chaussée, Wow. que j'avais acheté pour faire de la location saisonnière. Et puis, il y a eu le Covid. Donc, la location saisonnière s'est cassé la figure parce qu'il n'y avait plus de touristes. Et du coup, j'ai transformé j'ai transformé ce studio en atelier. Mais j'avais 13 mètres carrés pour bosser. C'était Et des vraiment... voisins Et j'avais les voisins, mais bon, alors je faisais le attention. voisin quand même. sympa, quoi. Voilà. Bon, il n'y avait pas de raboteuse, donc je faisais pas Ouais. beaucoup de bruit. Et puis voilà, et puis l'envie après de voir les choses se prendre un peu plus d'ampleur et puis se pérenniser. Et on a trouvé cette maison à Mosée qui répondait à nos attentes en termes d'habitation et puis moi d'espace de travail potentiel. Voilà, et donc on est arrivé ici et j'ai pu du coup là maintenant faire un atelier où je peux réellement travailler et avoir un confort de travail, quoi. T'as jamais eu le désir d'essayer de rentrer dans le monde du bois, dans le cinéma, Alors, vu que t'as les deux compétences? c'est une question qu'on m'a souvent posée. Et en fait, il faut savoir que les décors dans le cinéma, c'est que de l'éphémère. Et moi, j'aime les choses qui durent. Et en fait, travailler des bouts de contreplaqué et puis des tasseaux toute la journée pour faire des faux murs, c'était pas quelque chose qui me disait beaucoup. Alors, je pense que, et j'ai beaucoup de respect pour les décorateurs du cinéma qui font des choses magnifiques, mais c'est vrai que ce n'était pas la façon de travailler qui correspondait à mes attentes par rapport au travail du bois. Moi, je suis plutôt dans la démarche de fabriquer quelque chose qui puisse se transmettre, alors que le cinéma, c'est quelque chose qui est très éphémère, et en fait, les décors sont recyclés, démontés, pour être réutilisés, donc en fait, il n'y a pas cette histoire de... Il y a pas cette, on marque par la pellicule, mais on ne marque pas par l'objet. On en vient à la création de ton entreprise, du coup, ce que tu viens de dire là, en fait, va définir un peu, j'imagine, les valeurs et puis les objectifs derrière ton entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Comment dès le début, tu as pensé ton entreprise? Ce qui m'a motivé en fait dans la création de mon entreprise, je pense que c'était cette volonté d'être d'abord indépendant, de pouvoir gérer en fait mon temps. Alors il y a toujours des contraintes,
Il faut rendre un chantier en temps et en heure. Le client ne nous attend pas quand on a envie de venir. Il faut respecter ses attentes. Mais il y a une histoire comme ça de gestion du temps, de gestion de l'énergie une certaine dévotion que l'on met au travail. Comme je te disais, je suis devenu papa, donc il y a des choses qui sont aussi révélées différentes dans ma vie quotidienne. Il faut savoir que dans le cinéma, je voyageais beaucoup, j'étais souvent parti, je faisais des grosses journées, quelquefois on tournait la nuit, quelquefois on tournait le week-end, enfin c'était une autre vie, et je pense que j'ai aspiré à revenir à un choix de temporalité, enfin en tout cas une temporalité choisie, à quelque chose que moi j'avais envie de gérer. Si j'avais envie de beaucoup travailler ou de moins travailler, c'était de mon propre fait, voilà. Donc ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je pense que j'avais un peu envie de me retrouver face à moi-même. J'avais travaillé pendant 15 ans en équipe avec beaucoup de monde. Les plateaux, il y a beaucoup de gens, on voit du monde tout le temps, on est toujours entouré de personnes. Et je crois que j'avais envie de me retrouver un petit peu dans une sorte de calme. Donc j'ai fait le choix de faire une micro-entreprise dans un premier temps. Et c'est toujours le cas de mon statut actuel. Je suis toujours en micro. D'accord. Ça en fait me convient plutôt pas mal. Alors évidemment, si un jour les obligations administratives me poussent à changer de statut, je le ferai. Pour l'instant, il s'avère que je reste dans ce statut-là parce que ça correspond à mon mode de fonctionnement. Alors en revanche, ça veut dire aussi que je suis voué à travailler seul parce que je peux pas embaucher, j'ai pas le droit d'avoir de salariés. Donc pour l'instant, je suis dans une optique de gestion de moi-même. Si l'entreprise s'avère fonctionner et que à l'avenir, je me retrouve avec chiffre d'affaires, j'ai du chiffre d'affaires où j'ai une production grandissante et que j'ai besoin d'agrandir le local ou l'équipe, avoir dans plus ces de cas-là, charges, je changerai le statut et à ce moment-là, je pourrais envisager En attendant, d'embaucher. tu gagnes du temps sur ta comptabilité parce que c'est. Ah bah oui, c'est sûr Ultra que... simple. Mais pour autant, je suis très organisé et comme j'ai cette capacité d'avoir un peu la possibilité de mettre les mains un peu partout, et c'est ce qui me plaît aussi dans l'entrepreneuriat, c'est je prends... j'arrive en fait à prendre du plaisir un peu dans tout ce que je fais. D'accord. Et même quelquefois, quand je commence à en avoir marre de faire quelque chose, je l'arrête pour aller faire d'autres choses. Donc par exemple... C'est ça la magie d'être c'est- entrepreneur. mais oui, c'est super, On a c'est plein de ça. casquettes, ça te permet de switcher Voilà. de temps en temps. Alors, et on a une liberté comme ça. Alors, encore une fois, la liberté, elle est conditionnée à la réussite de la satisfaction du client. Et donc, ça commence résultat, par oui. faire le travail qu'il faut en temps imparti, enfin, dans le temps qui a été donné, avec les délais qui ont été... Mais de toute façon, tu peux pas mettre tous tes efforts non plus que dans ça, parce que ton entreprise serait pas viable non plus. Il Non, faut quand même complètement. maîtriser ses charges, savoir choisir des fournisseurs, savoir Exactement. prendre du temps pour ça, communiquer aussi, faire sa compta. Je veux dire, tout ça, ça va de pair. Forcément pas à la même échelle, mais il faut aller un petit peu partout à chaque fois. Exactement. Sinon, si tu mets pas un peu d'effort dans chaque, il y a un moment où ça va coincer. Ouais, tout à fait. Et justement, ça a été aussi un temps qui a été nécessaire quand je suis arrivé ici. Il m'a fallu 6 mois pour mettre l'atelier en place, trouver des fournisseurs, faire un peu de prospection, rencontrer un peu les artisans du tissu local pour pouvoir faire connaissance, leur dire voilà, je m'installe, ce que je veux faire, ce que je peux faire. Il y en a avec lesquels je travaille. Par exemple, je pense à un confrère qui ne fabrique pas, par exemple, qui fait essentiellement de la pose. Dès qu'il a des choses à fabriquer, il me dit bah tiens, est-ce que ça t'intéresse de faire telle ou telle chose? Ah, ça c'est parfait. Est-ce que toi tu vas l'aider des fois pour aider Alors, à on n'a poser pas des encore eu- choses volumineuses? Alors en l'occurrence, ça fait encore que quelques mois que je suis installé, Oui. ça fait 1 an et demi. Donc, mais je pense que oui, les opportunités de travail à plusieurs vont se... J'ai un chantier là qui va se faire avec un confrère. Normalement, là, on doit travailler à deux, ouais. Excellent. Est-ce que tu t'es fait accompagner dans la création de ton entreprise par la chambre d'artisanat, la chambre de commerce, la chambre des métiers de l'artisanat? Je sais pas, est-ce que tu as suivi des formations spécifiques pour ça ou... Je me suis rapproché de la Chambre des métiers, où j'ai rencontré plusieurs conseillers, plusieurs personnes. Je suis aussi adhérent à la CAPEB, qui m'ont aidé à faire, par exemple, la mise en place de mes conditions générales de vente, qui m'ont accompagné dans la domiciliation, la redomiciliation de mon entreprise, parce que
Il a fallu que je parte Oui. de Paris pour arriver ici. Et qui m'accompagne aussi dans tout ce qui est démarche de reconnaissance du travail d'artisan d'art. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je travaille pour développer en fait l'image de mon entreprise, et la Chambre des métiers, en l'occurrence, m'aide beaucoup là-dessus. D'accord. Quelle est la chose la plus plaisante aujourd'hui, avec le recul que tu as de t'être lancé en auto-entreprise? Alors aujourd'hui, j'ai 45 ans. Je pense que je suis à la deuxième partie de ma vie professionnelle. J'ai déjà 20 ans derrière moi. Et ce qui est le plus positif aujourd'hui, c'est le fait que j'ai pu réussir à cumuler ma vie personnelle et ma vie professionnelle, avec un métier que je choisis, avec des projets. Alors aujourd'hui, les projets, j'ai choisi encore pas totalement, parce que je n'ai pas encore le luxe de pouvoir le faire, puisque mon entreprise, enfin en tout cas, à Mosée, ça fait que depuis 1 an et demi, 2 ans que je suis là, donc c'est encore un peu précoce pour pouvoir dire je choisis de faire telle ou telle chose. Alors il y a des choses que je ne suis pas en mesure de faire parce que j'en ai pas les capacités ou les outils, mais je pense que je vais arriver de plus en plus à un travail choisi. Par exemple, actuellement, j'ai 2 activités en fait majeures dans mon travail. J'en ai une plutôt en construction, en faisant des petits chantiers de charpente, type appentis, pergola, un petit cabanon de jardin, voilà, que sais-je, et des petites extensions bois, parce que je fais aussi de l'ossature bois. Ça, c'est la partie construction. Et à côté de ça, j'ai l'autre partie, qui est la partie création, réellement, que j'aimerais développer de façon principale, vraiment en tant qu'activité principale, et me dédier complètement à la création de mobilier. Donc c'est cet équilibre, en fait, entre le fait de faire professionnellement des projets choisis et vraiment décider de comment je veux remplir mes journées au boulot, et l'équilibre avec ma nouvelle vie à la campagne, profiter de mon fils, l'emmener au foot, aller le chercher à l'école, et peut-être un petit peu moins aussi dans la course, comme je l'ai été pendant plusieurs années dans cette vie parisienne, qui était passionnante, mais qu'aujourd'hui j'ai envie de T'en changer. as fait 20 ans. Et Voilà, exactement. envie de tourner la page. Je comprends. Il y a donc le travail du bois massif, en tout cas, revient beaucoup dans ce que tu décris, dans les choix d'entreprise et les choix de clients et de devis. J'ai compris que tu développais donc le massif avec l'acier. C'est en tout cas une de tes spécialités. Donc les petits métiers de charpente, est-ce qu'il y a autre chose que tu fais de temps en temps? Et surtout, est-ce qu'il y a des choses que tu refuses complètement? Alors, il y a des choses que je fais également de temps en temps, c'est un peu d'agencement. J'ai eu la chance de faire un très beau dressing au mois de décembre, là, qui était un joli chantier. C'est des chantiers intéressants parce que j'ai de la création. En fait, ce qui compte pour moi, c'est que je pose ce que je fabrique. Je vais jamais faire de la pose, sauf si vraiment, là, j'ai besoin de travailler et puis je vais poser une cuisine Casto Merlin ou le roi Rama. Mais sinon, en fait, je fabrique tout. C'est-à-dire que même si je fais un dressing, je vais pas faire sous-traiter la fabrication des caissons. Je fabrique les caissons, je débite mes planches, mes panneaux, etc. Ça, je le fais quand les chantiers sont vraiment jolis, sont vraiment sympas, que je peux amener un petit peu de matériaux nobles, style des portes en chêne, etc. Et amener ton style, c'est ça? Et j'amène mon style parce que du coup, je les dessine également. En fait, je ne pose que ce que je fabrique et je ne fabrique que ce que je dessine. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir la chose de A à Z. Et donc, oui, en effet, la charpente, les meubles massifs et un peu d'agencement quand ça se présente. Mais c'est vrai que qui dit agencement dit souvent travail de panneaux stratifiés ou voilà. Et c'est moins mon domaine, c'est moins ce qui me plaît. Il y a des gens qui le font très très bien et qui le font même mieux que moi. Donc je pense qu'en fait on a tous notre place en fait dans ce domaine-là. Je sais faire un peu plein de choses, mais je n'aime pas toutes ces choses de la même façon. Et c'est aussi un petit peu un challenge parce que toutes ces composantes-là demandent forcément un peu d'outillage spécialisé dans chacune des. Donc la charpente évidemment, Ouais. l'agencement, je sais pas, j'ai pas vu, mais t'as un inciseur par exemple? Alors j'ai pas d'inciseur, mais par exemple j'ai une Clamex, D'accord, voilà. voilà, j'ai. Donc, t'arrives quand même à aller, tu te spécialises dans 3-4 choses différentes quand même, donc c'est vraiment de.
Oui, mais c'est ça au reflet de ma vie. J'ai toujours été très polyvalent, Ouais. mais c'est vrai qu'en effet, j'ai une mortaiseuse par exemple pour la charpente. Voilà. J'ai les outils la domino pour les assemblages un peu robustes. J'ai les Clamex pour les assemblages d'agencement. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a des compétences aujourd'hui que tu aimerais acquérir? Alors donc aujourd'hui, il y a cet aspect d'ébénisterie en fait que je développe, mais je suis pas du tout ébéniste. Moi en fait, j'ai commencé par faire des meubles comme je faisais de la charpente. Donc je mettais des grosses vis, mais par exemple, je travaillais pas du tout à la colle. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai pas du tout on apprend. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qu'on apprend en charpente. Donc en fait, il a fallu que je découvre tout ça. Donc s'il y a quelque chose, oui, que j'aimerais pouvoir développer, c'est des connaissances pures et dures d'ébénisterie que comme je les apprends par moi-même, je prends beaucoup plus de temps à les découvrir et à les maîtriser. Donc il n'est pas impossible que je fasse un jour une petite équivalence pour avoir un CAP ébénisterie, histoire d'avoir des bases et me rendre compte que, par exemple, un truc tout bête, je prends un exemple très concret. Tu vois, ce matin, j'ai fait un gabarit pour faire une rainure. Ça, c'est quelque chose, si tu veux, que j'ai compris à force de me planter. À force de faire un coup de défonceuse et puis de me dire, ah ben mince, la défonceuse, elle est pas calée, elle est pas comme il faut, elle part, la fraise, elle est entraînée, bim, j'ai un coup de défonceuse qui va pas. J'ai compris que il fallait contrôler les outils d'une certaine façon. Donc, le fait de fabriquer des gabarits, par exemple, c'est quelque chose que je fais que depuis peu de temps parce que je l'ai découvert en faisant des erreurs. Donc ça, si tu veux, si j'avais eu une formation plus spécifique, je pense que j'aurais eu gagné du temps. Plus rapidement. Voilà, j'aurais gagné du temps. Est-ce que tu as des investissements en termes de machines aujourd'hui à venir que tu aimerais évoluer? Quand on est artisan et qu'on aime le travail d'atelier, on aime les outils, on aime tout ça. Donc du coup, il y a toujours des choses qu'on se dit, tiens, Une petite bucket list. Voilà, exactement, le prochain investissement, ça pourrait être telle et telle chose. Là, cette année, donc justement, pendant ces 6 mois d'installation que j'ai eu besoin d'avoir pour me mettre en place à mon arrivée ici, j'ai investi dans le combiné bois, dans la scie à ruban, voilà, le banc de coupe, etc. Donc j'ai déjà eu pas mal d'investissements. Donc là, je calme un peu le bateau parce que tout ça coûte un peu de sous. Il y a prochaine chose que je pense sur laquelle je réfléchis, ce serait un investissement sur une poche à vide pour pouvoir faire des plaquages, des collages plaqués sous vide avec des moules. Ouais. Parce que je suis en train de réfléchir à un prototype de fauteuil là. D'accord. Sur lequel j'aurais peut-être besoin de travailler cette technique et pour que ça se fasse comme il faut, je pense qu'il faudra que j'investisse sur ce genre de pompe à vide. Ouais. D'ailleurs, un des segments qu'on a parlé ensemble en off avant, tu fais une collaboration en ce moment avec une tapissière, c'est ça? Oui. Alors, c'est une collaboration encore un peu officieuse parce qu'on n'a pas encore mis tout à plat de façon claire, contractuelle, etc. Mais ça va se faire. Donc, je la cite, c'est Sandrine Bosé de l'atelier Amano à Ussat, à Val-du-Mignon, qui est artisane d'art en canage et en tapisserie. Donc, elle fait du canage d'art et elle fait de la tapisserie d'ameublement. Et donc, voilà, c'est une amie avec laquelle je m'entends très bien et on fait une collaboration sur un petit fauteuil d'enfant que j'ai dessiné alors, je me suis occupé du design, du piétement et de la structure d'assise et du dossier. Et j'ai vu avec elle pour qu'on puisse faire le meuble à deux. Donc elle s'occupe de la partie du garnissage et du tissu. Tissu ou revêtement quelconque, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Et on a présenté ce petit prototype de fauteuil pour enfants en salon. Et ça a beaucoup plu. On a absolument voulu nous acheter le prototype plusieurs fois. On a dit, non, c'est un prototype, on le vend pas, mais si ça plaît, c'est bien, ça nous incite à partir sur un projet. Et donc, on a comme projet de développer le projet, de développer l'idée. Ouais. Alors, avant justement de basculer sur la thématique de la vente, du marketing, de la recherche des clients,
On va parler un peu du processus créatif, mais avant ça, j'aimerais ça qu'on aille faire une petite pause, on aille faire un petit tour dans ton atelier et que tu nous présentes un peu, tu nous fais un petit tour, une petite présentation de l'espace. Ça te va? Allez, on y va. Dans l'atelier de Vincent, on est en pleine campagne, ça chante autour, il fait beau, on est dans sa dépendance. Et on va faire un petit tour de son atelier. C'est bon, l'usinage est terminé. Ouais, on va voir ce que ça donne. Parfait. On va mettre un petit bout d'acier pour voir ce que ça donne. Je vais juste dépoussiérer un peu avant. Et voilà. Voilà, bon, fallait pas que ce soit plus fin, hein, tu vois, même 3,2, 2 dixièmes, c'est... Oui, du coup ça apporte un jeu qu'il faut porter, quoi. Ouais. Un projet pour des clients, je leur fabrique un claustrat pour séparer deux pièces qui sont communicantes par un espace ouvert au-dessus d'une allège. Et donc ils m'ont demandé de leur habiller ça avec quelque chose qui permet en fait et à la fois de laisser passer la lumière, mais en même temps de faire une séparation physique. Donc j'ai fait le choix en fait de ne pas partir sur quelque chose d'assez classique, typique les tasseaux verticaux, les caissons, les choses comme ça. Parce que ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'amener un peu d'originalité dans ma création. Et donc je leur fais un claustrat avec des éléments assemblés en érable sycomore. Et dans ces éléments en bois, je viens coincer des tablettes en acier, parce que je travaille l'acier aussi. Et ces aciers, en fait, seront prises dans des petites rainures, dans les montants. Elles seront coincées. Donc là, Vincent, on est dans ton atelier. Si tu peux un peu nous le décrire? Alors, on est à la campagne. On est à Mauzé-sur-le-Mignon, entre La Rochelle et Niort. 79. Voilà, on est dans l'entrée du 79, dans les Deux-Sèvres. En fait, c'était un ancien garage. Je pense que c'était une ancienne grange à l'époque qui a été aménagée en garage. Et quand j'ai pris possession des lieux il y a 2 ans maintenant, bah, j'ai trouvé je cherchais un volume exploitable pour pouvoir faire un espace de travail, un atelier. T'as combien de mètres carrés? Là, j'ai une petite soixantaine. J'ai un espace au sol avec les machines, l'établi, etc. Et puis j'ai fait une mezzanine qui me permet de faire un peu de stockage, de mettre un peu les choses que j'utilise moins régulièrement. Là, j'ai rentré un plot de sycomore dernièrement, donc j'ai fait un peu de stock là-haut. Voilà, et tout cumulé, je suis aux alentours de 60 mètres carrés, ce qui me permet d'avoir le combiné à bois, une petite scie à ruban, un beau banc de coupe, parce que quand je fais quand même de la longueur en charpente ou en ossature bois, j'ai besoin d'avoir de quoi découper 6 mètres de long. Donc j'ai fait un grand banc de coupe avec une scie à onglet pour pouvoir faire mes débits de montant. Et puis j'ai un tablier roulant qui me sert à travailler mes pièces, mes assemblages, mes collages. Donc, j'imagine le plus dur, c'est de stocker du bois, non? Ouais, alors en fait c'est une difficulté que j'ai finalement choisi de ne pas relever parce qu'en fait j'ai pas les bonnes conditions hygrométriques non plus. En fait c'est une grange qui est pas isolée, donc du coup il fait froid l'hiver, il fait humide l'automne. Il fait frais l'été parce qu'il y a de la grosse pierre, donc ça va. Mais c'est vrai que pour le bois, il n'y a pas un taux d'hygrométrie constant qui permet une conservation optimale. Donc j'ai fait le choix d'acheter en fait mes plots ou mes avivés au projet. Voilà. Et comme je fais aussi du panneau, quand je fais du mobilier, quelquefois j'ai des caissons, des choses comme ça à faire. C'est pareil, les panneaux, ils n'aiment pas les changements d'humidité, donc du coup j'ai toujours des chutes, des petites choses parce que ça me sert à faire des gabarits, des machins, mais globalement je stocke pas, très peu. Et tu peux nous décrire comment tu travailles l'acier? Alors l'acier, je le travaille, alors je fais un travail de métallerie, donc je ne forge rien, hein. J'achète de l'acier en tôle, j'achète en 2 mètres par 1 mètre, je travaille que l'acier brut.
sur de la tôle de 3 mm. C'est un choix parce que ça me permet, 3 mm c'est suffisamment résistant pour faire des tablettes, des étagères, des choses comme ça, pour supporter le poids de livres. Quand je fais une bibliothèque par exemple, 3 mm c'est bien. Donc j'ai fait le choix de travailler qu'avec ça. C'est plus facile à usiner aussi, à couper. Alors après, donc dans l'usinage, j'ai deux process. Soit en fait, je peux me faire des petits morceaux que je débite à la meuleuse. Alors j'ai pas de massicot, j'ai pas tout ça. Je suis équipé de façon assez sommaire pour l'acier. J'ai un TIG qui me permet de faire les soudures. C'est le gros du matériel, c'est ça. Et sinon, tout le reste, c'est de l'outillage électroportatif. Donc c'est la meuleuse avec un disque à découper, et puis après je fais mes arrondis à la main, je finis à la meuleuse, je finis au disque à lamelles, voilà. Donc c'est un travail presque un peu de sculpture quelquefois sur des étagères. Là par exemple sur ce projet-là, il y a toutes les étagères ont un arc de cercle pour justement donner cet effet un petit peu aile d'avion ou feuille, enfin voilà, pour revenir sur le côté un peu organique. Et donc du coup voilà, je travaille à la main. Et après, l'acier, pour qu'il ait justement cet aspect un peu vivant, qui rappelle justement le veinage du bois et que ça se réponde avec le bois, je lui fais un traitement qui est une réaction totalement chimique. Je lui mets de l'hématite, en fait, c'est un brunisseur. C'est un produit qui, au contact de l'acier, crée une oxydation qui brunit l'acier. Et ce qui va faire ressortir toutes les aspérités du laminage quand l'acier a été fabriqué en fonderie. Et ça va lui donner des marbrures, des petits. Alors ça peut être des défauts, on y voit des qualités ou des défauts, hein, c'est l'esthétique qui fait ça. Et une fois que l'acier est bruni, donc alors c'est un peu une cuisine, hein, c'est-à-dire que c'est plus longtemps je le fais agir et plus les effets sont marqués. Ça dépend aussi de la nature de l'acier. Il y a des aciers qui sortent plus ou moins marqués du laminage déjà, donc du coup, il y a des choses qui vont sortir plus ou moins fortes. Et une fois que le brunissage est fait, je fixe avec une huile de protection qui se passe très facilement, qui sèche en une nuit. Et là, l'acier, il est protégé de l'oxydation, de l'humidité, et du coup, il n'y a pas de rouille qui peut apparaître. C'est incroyable, c'est juste une réaction chimique là qui donne là les tablettes en l'occurrence que j'ai sous les yeux, elles sont noires, mates, pas trop brillantes, vu de là en tout cas. Alors le brillant, il est amené par le vernis. Voilà. C'est l'huile en fait qui ramène cette brillance légère. Mais en fait, voilà, ça vient créer des auréoles, des. Donc tu passes ça dans des grands bacs, non Alors non, je le passe au pinceau. Ah oui, d'accord. Je fous ça sur un linge. Alors je mets une protection sur mon établi qui est exprès pour ça. Et je passe ça au pinceau, donc c'est le produit Blo que tu vois là. Et dès le passage du pinceau, alors sur un acier qui a été quand même un petit peu, pas décapé, mais qui a été un peu nettoyé. Donc moi ce que je fais, c'est que l'acier, avant de le brunir, je le meule à la forme et aux arrondis que je veux pour que ce soit doux au doigt, etc. Ensuite, je repasse un petit coup de ponçage au grain de 80 avec ma ponceuse à bois, hein, tout simplement. C'est simplement en fait pour les décrasser de tous les éventuels résidus. Ouais. Tu vois, là je stocke un petit peu d'acier. Bah, évidemment, il est brut, donc du coup, il a pris un petit peu des points de rouille. Bon, ça, évidemment, ça, je ne veux pas le garder. Donc ce que je fais, c'est que je le ponce légèrement surface. Je lui retire toutes ces aspérités, un petit peu d'oxydation du fait du stockage. Et quand mon acier, en fait, il est nettoyé, il est prêt à être bruni. Je le nettoie, je le dépoussière, et puis je lui passe le pinceau avec le produit qui lui crée la réaction automatiquement. Voilà. Donc après, donc là, ce sont que des tablettes, donc il n'y a pas de travail d'assemblage en bois. Pardon. Là, ce ne sont que des tablettes, donc il n'y a pas d'assemblage, de montage d'acier, mais il m'arrive de faire des caissons. Donc là, dans ces cas-là, je fais aussi toute la partie soudure. Donc je fais un débit, en fait, je fais un calpinage. Et que tu le fais, donc du coup, tu l'assembles avant? Alors, je l'assemble avant le traitement. Ouais, voilà. Le traitement, c'est comme le vernis au bois, c'est ce qui se fait à la fin. Ouais, tout à fait. Pour que tes soudures aussi, tes points de soudure, j'imagine, ressortent noirs aussi. Exactement, exactement. Alors, je fais des cordons, quelquefois je fais des points, quelquefois je fais des cordons en fonction des besoins, non seulement de résistance de la pièce, quelquefois c'est juste en fait un assemblage esthétique. Il n'y a pas de résistance mécanique nécessaire. Par contre, quand c'est structurel et qu'il faut une résistance mécanique, là, je fais un cordon sur toute la longueur. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, les seules choses que je fais en modification de la matière, c'est des assemblages en soudure, donc au TIG, voilà, qui permet de faire me faire mes collages d'acier, quoi.
Alors, on revient dans ton salon pour continuer nos petites questions. On va parler un peu de ton processus créatif, et du moins le processus et la relation client. J'aimerais ça que si tu es d'accord, de nous définir quelles sont les grandes étapes de relation avec un client à partir du moment où il t'appelle pour une idée. Mhm. Dans quelles choses tu fais les étapes? Est-ce que le dessin, la conception, l'échange de courriel jusqu'au devis final et puis à la livraison? Alors, les gens m'appellent pour un projet de meuble, la plupart du temps. Donc, je parlais du dressing tout à l'heure. Voilà, des gens me disent, voilà, on a besoin d'un dressing dans telle pièce. Je vais voir la pièce en question, je prends des cotes pour pouvoir avoir une idée des volumes, etc. Lors d'un premier rendez-vous, moi je rencontre toujours les gens dans le lieu où sera le meuble, alors que ce soit un meuble en version mobilier ou en version immobilier, si c'est de l'agencement ou si c'est du mobilier. Et on parle, moi je regarde en fait l'environnement, je regarde si c'est par exemple je dois faire une bibliothèque ou une table basse, je regarde les meubles qui sont déjà existants, les teintes de couleurs, les textures, les matières, l'incidence de la lumière dans la pièce. Ça, c'est des vieux réflexes du cinéma. Pour voir un peu ce qui pourrait leur plaire. Évidemment, on fait la liste de ce que j'appelle les contraintes, c'est-à-dire à quoi va servir le meuble. Évidemment, je vais pas leur faire une table basse s'ils me demandent une bibliothèque, hein, ça va de soi. Mais qu'est-ce qu'ils vont ranger dans ce meuble, dans cette bibliothèque? Est-ce que c'est pour mettre des livres de poche, des vinyles, des livres, des beaux livres, etc. Que sais-je, des bibelots. Et on fait déjà une liste en fait des besoins. On commence quand même. En fait, c'est une chose que j'ai mis en place récemment. C'est on commence à parler budget quand même assez tôt dans le projet. Parce que j'ai plein de chantiers que je n'ai pas eu parce que en fait les gens étaient étonnés par le prix du devis et du coup ils s'y attendaient pas et du coup ils étaient dans une attente, ils ont attendu pour rien et moi j'ai travaillé pour rien aussi. Donc je me rends compte que c'est important et puis c'est le nerf de la guerre, hein, de toute façon le budget, l'argent. Moi je travaille pas pour le plaisir. Je travaille avec plaisir, mais pour gagner de l'argent, hein, comme tout le monde. Donc je parle quand même du budget assez tôt. Je leur demande leur fourchette de prix. D'expérience, je leur dis Tu si leur leur donnes fourchette une elle est fourchette. bonne ou si elle est limite ou si ça marche, voilà. Ou s'il faudra faire des contraintes pour rester dans cette fourchette-là. Donc du coup en fait, quand il faut faire des choix pour justement se dire le budget là il tient pas, donc on va pas mettre du plaqué chêne, on va faire autre chose, on va pas mettre du bois massif, on va mettre du plaquage, on va pas faire telle ou telle chose parce que ça passera pas. Donc ça c'est lors du premier rendez-vous. On parle assez vite texture, matière, couleur, parce que même si je fais du bois massif qui est huilé, même si je fais de l'acier qui est bruni et qui est verni, je peux aussi proposer quelquefois des touches de couleur. Donc je peux faire des lacs, je peux faire des choses comme ça. Donc on aborde aussi cette chose-là. C'est important. Et comme ça, je pars tout de suite. Moi, en fait, je visualise déjà un petit peu ce vers quoi je peux orienter le projet. À la suite de ce premier rendez-vous, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je me lance sur l'ordi et je commence à dessiner. Donc, je fais des volumes. Je mets les volumes dans l'espace. Par exemple, là, je vais commencer un projet très sympa d'agencement de tout un salon, d'une ligne en fait de meubles. Donc, il y a une table basse, il y a des bibliothèques, il y a un meuble télé, il y a un bureau amovible sur une des parties des bibliothèques, il y a un petit coin bar, il y a une platine vinyle en acier, enfin il y a tout un tas de choses comme ça qui vont s'additionner les unes aux autres. C'est un joli chantier qui va me prendre plusieurs semaines. Pour ce projet-là, par exemple, eux, ils m'ont dit, on a des références de designers, en l'occurrence, c'était Charlotte Perriand, qui a bossé avec Le Corbusier, enfin voilà, des belles références. Ils m'ont dit, voilà, on a envie de s'inspirer de telle série, de tel modèle, etc. Donc là, je fais des recherches
parce que j'ai pas la science infuse. Donc du coup, je vais chercher un peu les lignes qui ont existé, des designers en question. Moi, je suis aussi assez fan de design et d'architecture. Encore une fois, je suis très autodidacte, donc il y a plein de choses que je découvre encore aujourd'hui, il y a plein de noms et de mouvances que je découvre régulièrement. Mais du coup, voilà, je me plonge un peu dans les bouquins d'architecture, de design, je vais chercher des idées. J'ai des choses qui me plaisent aussi. Moi, j'ai une ligne un peu qui me plaît. Je fais des meubles qui sont assez néo-vintage, un peu rétro, inspirés des années 50, 60, 70, mais avec une revisite pour être plus dans l'ère contemporain. Et du coup, je me lance, voilà, Donc après, tu reviens vers eux avec ton voilà, idée, exactement. Donc, qui n'est pas encore un devis. alors, ouais, j'essaye de plus en plus de travailler le devis en même temps que le plan parce que je suis assez confiant la plupart du temps. Après le premier rendez-vous, après le premier visuel, je sais si je me suis planté ou si c'est bien. Euh, Généralement, j'aime rarement à côté de la plaque. Ça m'est arrivé. J'ai fait un bureau, par exemple, en début d'année, première version, mais le client a dit, mais c'est pas du tout ça. Je veux pas du tout ça. Euh, Et en fait, j'ai repris complètement le projet, j'ai refait complètement différemment. Au final, le bureau que j'ai sorti lui plaît beaucoup. Il y a donc le premier rendez-vous avec le premier dessin. Il me donne tout de suite la tonalité de la réussite de la direction dans laquelle il faut aller. Donc ça me permet d'écrémer un peu les éventuels questionnements. Et puis après, je commence à travailler sur le devis en parallèle pour voir si je suis dans la fourchette, etc. Et puis pour leur annoncer aussi, pas trop tardivement, les tendances budgétaires. Est-ce que tu fais payer ce coût de design et de conception? Alors, le devis, non, mais la conception, oui. Donc tu Oui. l'as fait payer a posteriori après. Alors, dans le devis, en tout cas, tu l'as chiffré. c'est à part. En fait, je fais un devis de conception. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est pareil. Lors du tout premier rendez-vous, je leur dis, vous voulez que je vous fasse quelque chose sur mesure pour ce genre de projet, voilà, je fais payer la conception. Dans la conception est compris trois rendez-vous avec modification, éventuellement des tests d'échantillons, si on doit faire des tests de couleur ou des tests de teinte, etc. Où je leur présente aussi des échantillons de matériaux pour qu'ils puissent avoir une idée de ce que pourrait ressembler leur porte ou leur façade de tiroir. Et donc ça, oui, je le fais payer. Et puis j'ai des barèmes un peu en fonction de la grosseur des projets, j'ai des barèmes comme ça. Après, c'est une somme pour le client, mais vu le temps que j'y passe, c'est assez symbolique pour moi. C'est quelque chose que tu as mis en place dès le début, ça? Ou tu l'as fait, tu t'es rendu compte qu'il fallait mettre ça en place? Non, alors tout au début, quand j'étais à Paris, je faisais pas payer les conceptions, mais en fait, je me rendais compte que je passais 2 jours, car en plus, j'étais pas très très fort à l'époque, j'allais pas vite sur mon logiciel. Et sur donc, SketchUp, ouais, je suis sur SketchUp. J'étais pas très efficace, donc je prenais beaucoup de temps pour faire les choses. Là, maintenant, je suis quand même un peu plus efficace, donc le temps est réduit. Mais en fait, oui, je me disais, mais là, je suis en train de travailler, je passe des temps devant l'ordi pour rien, pour des projets qui voient pas le jour, et en plus, je suis pas payé pour ça. Donc j'ai mis en place. Je suis pas sûr d'avoir le devis. Donc. Et je suis pas sûr d'avoir le devis. Donc du coup, j'ai mis en place, et les gens qui me disent, non, on veut pas payer de conception, je leur dis, non, enfin, je vous fais pas le projet. Et la plupart des temps, les gens qui veulent un projet et qui ont envie d'avoir quelque chose ils disent, ok, on comprend qu'il y a de la conception, on comprend que le design, il y a une sorte de, c'est aussi une façon de valoriser la propriété intellectuelle du projet. C'est une sorte de, c'est de tampon de la validité du sur-mesure, de la pièce unique. Et puis si on n'est pas prêt à payer ça, on va chez Ikea et on aura quelque chose de très beau designement, mais qui c'est-à-dire que voilà, exactement, c'est-à-dire que on n'est pas sur la même prestation et c'est pas auprès de moi qu'ils feront leur projet. Au niveau des clients, justement, et le marketing, comment tu procèdes pour chercher des clients aujourd'hui? C'est quoi ton vecteur ou ton support, en tout, du moins Alors, il y a plusieurs choses se sont présentées à moi. J'ai eu la chance d'avoir un petit peu des papiers dans la presse quand je suis arrivé. Des gens qui m'ont dit, tiens, un nouvel artisan, on va faire un reportage, un petit article ou chose comme ça. Donc j'ai eu 2-3 articles qui m'ont permis d'avoir eu. Alors j'ai eu la Nouvelle République, le Courrier de l'Ouest. Et du coup les lecteurs, j'ai eu quelques coups de fil.
de lecteurs Je sais que ça fait des retours. qui ont lu l'article et qui se sont dit bah tiens, un menuisier charpentier qui s'installe dans le coin, ça peut être intéressant. Donc j'ai eu des premiers chantiers qui sont tombés comme ça. Alors c'était pas des choses toujours c'était pas des très gros projets, mais ça permettait de démarrer. Mes confrères du bâtiment et artisans m'amènent un peu de travail aussi de temps en temps, donc du coup ça permet de faire grandir un peu le réseau. Et puis après voilà, c'est un client, un autre client, et puis bouche à oreille. Ouais. Et j'ai fait appel aussi à une community manager pour essayer de travailler un petit peu plus mon visuel sur les réseaux. Ouais. Donc, tu as un site internet aujourd'hui. Donc, j'ai mon site internet. Alors, tu vois, je suis très autodidacte. C'est le site internet que j'ai fait moi-même, etc. Donc, j'ai mon site internet que je mets à jour avec les projets finis. Donc, c'est un site qui est très visuel. C'est des photos avec un descriptif et une classification par type de projet. Et j'ai un Instagram sur lequel je poste des vidéos de mes travaux à l'atelier. Donc, par exemple, si un jour je dois faire un peu de toupie, hop, je pose mon téléphone, je fais une petite vidéo et puis je fais des petits reels comme ça. Donc ça, tu le fais dans quelle optique, ces petits reels Alors, c'est pour montrer en fait aux gens ce que je fais. Derrière. Voilà, en fait, pour qu'ils aient une question, pour qu'ils puissent en fait mettre visuellement en fait une activité derrière le nom Woodmood, voilà ce qu'il y a derrière en fait ce camion qui se balade dans Mosée et que les gens se disent bah tiens, qu'est-ce qu'il fait ce garçon quoi. Donc c'est une façon de montrer en fait quel est le dur du métier, en fait voilà, le corps du métier. Et puis peut-être aussi pour attirer des gens, enfin attirer l'intérêt des gens, se dire bah voilà tiens c'est pas mal ce qu'il fait, ça me plaît, bah tiens on pourrait peut-être faire un meuble, voilà il y a un côté un peu publicitaire. As-tu eu des retours? Est-ce que tu sais si pour l'instant ton compte Instagram a ramené des clients? Alors je suis pas certain. En revanche, je pense que ça a rayonné un peu auprès d'autres comptes professionnels. D'accord. Je pense que j'ai été vu par des confrères. Qui du coup en fait ont pu découvrir mon travail. Ça t'inclut dans les algorithmes, quoi. Voilà, exactement. Bon après là ça fait un petit bout de temps que j'ai pas publié, faut que je m'y remette. Oui. Une autre casquette. Ouais. Comment tu fixes tes prix? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ta méthodologie, si tu es à l'aise avec ça? Oui, je suis à l'aise. C'est quelque chose fait, qui a évolué, j'imagine, au fur et à mesure des mois et des... ça s'est mis assez vite en place. D'accord. En fait, moi j'ai défini en fait un tarif journalier, voilà, une rémunération journalière. Je fais des devis qui sont très complets, très très complets. Très détaillé, quoi. Très très détaillé. C'est-à-dire que les gens savent combien ils dépensent en visserie, combien ils dépensent enfin, quel est le nombre de mètres carrés de panneaux que j'utilise pour tel et tel projet, le cubage d'un plot de chêne, la quantité de vernis, enfin voilà, tout est très détaillé. Open Cut List est ton ami, quoi. Open Cut List est mon ami en calpinage, tout à fait. Et heureusement que je l'ai. Mais du coup, je suis assez. En fait, tout est très très clair. Les gens ils savent ce qu'ils payent et pourquoi ils le payent. Donc en fait, par exemple, donc je dissocie la partie fourniture de la partie main d'œuvre et je me refuse en fait de dire tel meuble vaut tant. Oui. Voilà. Tu détailles. Je dis voilà, ce meuble en fait, il est composé de telles choses. Il y a la partie conception qui est sur un autre devis que moi j'estime à tant par rapport à la complexité ou la difficulté ou le design particulier à trouver sur tel et tel projet. Donc il y a ça qui met en valeur en fait le travail créatif. Et de recherche de quincaillerie, et de recherche de matériaux, tout ça, ça fait partie aussi de la conception. Oui, même s'il y a comme des choses qui sont assez récurrentes. En fait, je travaille rarement. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent, que je travaille régulièrement. Le chêne, c'est une essence de bois que j'utilise souvent. Le frêne, là, bah, du coup, l'érable sycomore. Donc, du coup, voilà. Et puis après, donc, la partie main-d'œuvre, en fait, bah, je détaille.
Il y a un forfait pour le fait d'aller acheter mes matériaux, parce que c'est du temps, donc ça, je le fais rémunérer. Trop détaillé. Ah ouais, mais c'est très détaillé, ouais. Je mets la livraison, je mets la mise en déchetterie, tout ça, tout est très détaillé. Et puis après, je quantifie mon travail en fonction du temps que j'imagine avoir à faire le projet. Oui, as-tu vu aujourd'hui une évolution dans le coût des matières premières? Bah, cette évolution, elle date déjà d'il y a un Du petit Covid. bout de temps, hein, depuis de quelques années. Donc, en fait, on est obligé, en fait, en tant qu'artisan, d'être en permanence en relation avec nos fournisseurs pour voir si les produits ont énormément évolué ou si ce sont des petites hausses ou petites baisses qui n'influent pas vraiment sur la tarification qu'on applique aux clients. Donc, en fait, on est obligé de se tenir au courant tout le temps. Mais oui, évidemment, tu vois, je parlais du chêne. Le chêne, j'en sors quand j'ai besoin. Mais quand tu vois le prix du chêne aujourd'hui, tu te dis, je vais pas faire un meuble en chêne si je peux le faire avec un autre matériau qui sera moins onéreux et qui fonctionnera tout aussi bien pour le projet que le client souhaite. Donc j'essaye d'être un peu cohérent là-dedans aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de te verser un salaire et d'en vivre pleinement? Alors j'ai la chance d'avoir très peu de charges parce que j'ai pu en fait investir de mes fonds propres Et tu es chez toi? et je suis chez moi. Donc du coup j'ai pas de charges lourdes. À part le camion, en fait. Ouais, en fait, bien même pas. Enfin, tout est payé, quoi. Donc du coup, j'ai mes décennales en fait qui me coûtent de l'argent, mais donc automatiquement, ouais, j'en vis. Ouais, j'en vis. J'ai la chance de pouvoir en vivre. D'ailleurs, juste une aparté sur la décennale, c'est un bon point. Tu as dit mes décennales, tu en as plusieurs? Oui, alors en fait, comme j'ai l'activité de charpente Ah oui, et d'ossature bois, ça représente des décennales construction. d'accord. Donc ce sont deux décennales différentes, mais complémentaires. Et il y a une aide décennale aussi sur toute la partie Agencement. agencement. Ouais. Dès Ouais. que tu fixes un truc. Ouais, dès que tu fixes quelque chose, tu garantis, ouais. Alors, on va passer à l'avant-dernière thématique, l'avenir de ton entreprise. T'en as un petit peu parlé, pour l'instant, t'envisages pas forcément d'avoir un salarié ou... par contre, tu m'as parlé que t'as essayé d'avoir un apprenti, non, dans le passé? Alors j'ai pas eu d'apprenti parce que j'ai pas le droit. Bah, en revanche, j'ai eu des stagiaires. Enfin, Ah oui, j'ai eu 2 fois un stagiaire qui était le même stagiaire qui a souhaité revenir après une première expérience au sein de Woodmood. Euh, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la solitude, on parlait le fait de travailler seul, c'est une liberté, mais c'est aussi un sentiment de solitude, quelquefois, qui peut être un peu pesant. Alors, c'est la solitude de pas avoir la possibilité de partager, déjà d'une, mais aussi quelquefois la solitude par rapport Au défi. au métier en lui-même, la difficulté de déplacer telle ou telle chose parce que tu as besoin d'une paire de bras en plus, etc. Donc de la nécessité d'avoir quelqu'un. Donc il y a le partage et le côté usage, quoi, on va dire. Donc là, je vais avoir une nouvelle expérience de stagiaire là, qui va venir à partir qui va venir cet été, là, pendant un mois, qui est un autre profil que le profil qu'avait mon précédent stagiaire. Donc je vais voir un peu comment ça se passe. Pour l'instant, je trouve que c'est pas mal parce que j'ai le droit d'avoir des stagiaires, pas des apprentis, ni des salariés. Donc je me dis c'est l'occasion de pouvoir rencontrer d'éventuels futurs ouvriers ou artisans en devenir et de mesurer leurs compétences. Tout en ayant en même temps cette liberté de ne les avoir que quelques semaines, c'est-à-dire que ça ne m'oblige pas en fait à les garder de façon pérenne. C'est vraiment, ça reste ponctuel, quoi. Donc je suis un peu entre les deux. Pour l'instant, je suis bien tout seul, mais je suis content quand j'ai un stagiaire qui vient. Et je me dis, est-ce que je serais capable de donner à manger à un salarié tous les jours, en sachant que moi déjà, je gère en fait mon planning. Il y a des jours où je ne sais pas ce que je vais faire le lendemain parce que je le décide le matin au réveil, quoi. Ouais. C'est quoi les principaux challenges les principaux défis de l'entreprise là, à venir? Si t'en as- Alors, les principaux défis de l'entreprise, c'est plus des défis personnels de moi au sein de mon entreprise. D'accord. Vraiment, le
le défi premier, c'est de ne faire que des projets kiffants. Ouais. C'est-à-dire d'arrêter en fait les projets qu'on fait parce qu'il faut faire bouillir la marmite ou parce que le planning n'est pas assez rempli. Et ça, c'est le cadre ultime de tout le monde, c'est de ne faire que ce qu'on aime. Voilà, j'ai la chance, moi, d'avoir justement un certain confort de vie parce que justement, j'ai pas de charge, etc. et que c'est beaucoup plus facile pour moi. J'ai 45 ans, hein, j'en ai pas 25 non plus, hein, donc il y a un petit peu, il y a quelques années avant qui ont permis tout ça. Vraiment, moi, mon objectif, c'est ça, c'est de continuer en fait, de mêler cette partie créative et cette partie fabrication et de tout le temps avoir du plaisir à faire les deux. Si c'était à recommencer aujourd'hui, bon, ça reste encore jeune comme entreprise, mais dans la création de ton entreprise et dans les débuts, si tu avais quelque chose à faire différemment, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu referais différemment? Est-ce que je changerais des choses? Alors évidemment, on fait toujours des erreurs. Il y a toujours des petites choses qu'on dit, ah bah tiens, j'aurais dû faire ça plutôt que ça, et puis ah j'ai fait ça, mais tu vois, au final, je le change. En fait, oui, il y a des choses qu'on changerait, mais les erreurs, elles sont très très formatrices. Donc, est-ce que j'aurais eu envie de changer des choses? Oui, mais ce seraient des petits détails. Ouais. Ce seraient pas des choses. Substantiel. Ouais, ce serait pas des choses fondamentales. Et puis, les petites erreurs, en fait, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Et moi, j'adore apprendre. Aujourd'hui, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui lance son entreprise dans le bois, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que c'est un conseil ou est-ce que c'est un souhait? Je sais pas. Je pense que, je le redis, je pense que le plaisir, quand on est entrepreneur, quand on choisit ce difficile équilibre entre la liberté, les obligations, la responsabilité, il faut qu'il y ait du plaisir. Si on le fait en étant... Moi, j'ai été un peu malheureux à un moment, j'étais pas bien, c'est pour ça aussi que j'ai voulu changer un peu de voie. Et j'ai pu mesurer ce que c'était qu'un moment où on n'est pas bien et un moment où on est bien. Et c'est super bien d'être bien. Donc, faire des choses avec plaisir, c'est vraiment primordial. Il y a toujours des difficultés dans tout. Donc, même quand on est expérimenté, même quand on a des années derrière nous et qui, normalement, nous permettent de nous assurer d'avoir le bon geste, etc. On fait toujours une petite bourde une fois de temps en temps, où on se retrouve avec un client qui est moins facile qu'un autre, ou un chantier qui est un petit peu plus compliqué, ou un challenge technique qu'il faut relever, parce qu'on dit, bah tiens, mais comment je vais faire pour assembler ce truc-là? Parce que là, j'ai dessiné un truc, mais est-ce que je vais réussir à le faire? Donc en fait, on aura toujours cette difficulté-là. Qu'on soit néo-entrepreneur ou ancien entrepreneur, ça sera toujours le cas. Donc si on a du plaisir, on saura de toute façon gérer les choses plus facilement que si on est dans la douleur. Donc si on est dans le plaisir, déjà c'est chouette. Bah écoute, c'est un bon conseil, c'est essayer de prendre du plaisir dès le début, ou de moins de viser Ouais, c'est le ça. plaisir avant tout, quoi. Ouais. Il y a toujours une petite phase d'adaptation, mais si au final il y a ce bonheur, il y a le fait de savoir qu'on est à sa place, c'est super. Ouais, si on est sûr d'être à sa place, c'est chouette. Et bah c'est un très beau mot de la fin, je trouve. Merci beaucoup Vincent. Merci Camille. C'était un plaisir de discuter avec toi de ton métier, de ton entreprise. J'espère que vous aurez aimé aussi notre échange et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou nous envoyer vos remarques par courriel. Et on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Au revoir. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé et que vous en tirez des enseignements, merci de penser à nous laisser un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos pensées ou même des propositions d'intervenants à @gmail.com ou sur Instagram.
Ce podcast est réalisé et produit par nous, Camille et Clélia.